que les élections sont fixées pour les 12 décembre et que les architectes se préparent. Pour ceux qui veulent postuler, ils préparent leur candidature, qu'ils se préparent en conséquence. Bientôt, on va déposer les candidatures, il y aura une période de la campagne et que tout le monde passe à la campagne et que les 12, le verdict va tomber. On va voir qui est-ce que les architectes, à qui ils vont donner confiance, pour quel poste, parce qu'il y en a 7 pour le Conseil national. Donc, maintenant que les gens se préparent. Et concernant le jeu de la francophonie, il est temps que tout le monde s'implique. C'est pour la gloire du Congo. Qu'on puisse accompagner les chefs de l'État dans cette grande vision. Je pense que tout le monde en sortira la tête haute. Qu'on laisse nos différends, qu'on laisse nos appartenances, mais qu'on voit la nation congolaise. C'est comme quand Léopard joue, il n'y a ni Vita, ni Imana, ni Mazembe, mais c'est le Congo qui joue. De partout vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique et membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19. Il nous a fait comprendre à partir de son ouvrage « 100 questions et réponses sur la Covid-19 en RDC » que c'est là sonner le glas de pouvoir réinventer, réorganiser le système de santé en RDC parce qu'il faut investir sur la santé de la population congolaise. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Vous le savez, il y a le 9e jeu de l'OIF, de la francophonie, qui devrait se dérouler en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous du côté architectural? Les grandes questions, où en sommes-nous avec l'organisation de ces jeux? Et surtout, où sont passés les 100 000 $ des architectes? Et dans notre deuxième partie de l'émission, vous le savez très bien, nous avons célébré la Journée internationale de l'architecture dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? On attribue au président de l'ONA saut de mouton, argent GTS vrai. Pour répondre à ces questions, nous sommes venus à la rencontre du président de l'Ordre des architectes en République démocratique du Congo, que je vais saluer, Monsieur Joseph Guy Balele Kikananga, nous vous saluons. Merci, je vous salue aussi. Vous avez entendu la thématique que nous allons exploiter ce soir. Ouais. Elle est abondante, on fera tout de respecter le temps. Mais d'entrée de jeu, vous avez célébré avec FAST l'Assemblée générale extraordinaire ou ordinaire. C'était à Chaumba. Où en sommes-nous? Quelles sont les retombées? Vous nous avez montré que vous étiez unis, que vous savez bien faire les choses. Mais où en sommes-nous avec l'élection? Parce que vous nous avez présenté votre CENI. Monsieur Brunel, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Sanforia. J'ai vu que vous avez préparé beaucoup de choses. On va s'y mettre. On va essayer d'éclairer au maximum l'opinion. Et merci beaucoup pour votre émission qui est suivie de partout. Merci beaucoup. Et vous faites un grand travail. Voilà, le 5 septembre, on a eu l'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des architectes. C'est vrai, dans la résolution, parmi les points saillants, c'était la mise en place de la commission électorale. Aujourd'hui, nous sommes très avancés. Très avancés parce qu'ils ont sorti un calendrier, étant donné qu'ils sont souverains. Ce n'est pas moi. Ils ont mis d'abord un comité en place. Il y a le président qui est l'architecte Kitoko, Alphonse, et le président et les autres 4 membres. Ils ont mis un calendrier en place où les élections sont déjà calées pour le 12 décembre. Donc, élection, il y aura bel et bien le 12 décembre pour le Conseil national d'abord. Et après, nous allons passer à la deuxième phase de l'élection de conseils provinciaux. Donc, le calendrier est déjà en place, le budget est déjà sorti, et tout est en marche. On est en train de suivre maintenant notre CENI qui est en train d'organiser cela. La première phase, pardon, c'était l'identification des électeurs, ça a déjà été fait.
La liste définitive des électeurs a été publiée. Et les petits contentieux qu'il y a eu, qui les noms étaient mal écrits, ceci, cela, ça a déjà été réglé. Donc bientôt, nous allons passer à la phase de dépôt de candidature. Donc on est en train d'attendre, de suivre le calendrier que la CEN nous a mis en place, la commission électorale. Mais sinon, pour les élections, le 12 décembre, ou rien. Et ça, nous allons veiller pour que les élections se fassent le 12 décembre, en tant que président national de l'ordre. Nous sommes en Afrique, nous savons que souvent, les élections posent problème, hein, même pour certaines entités. Nous le voyons au niveau de la politique, mais nous ne savons pas si ces fantômes-là vont nous poursuivre aussi dans des structures privées comme des autres. Vous avez été ouvert, clair et dans les médias, je ne pense pas que je serai contredit. Nous avons tous suivi qui se poserait un problème de l'ouverture du tableau. Est-ce que ce problème est ouvert? Par rapport à cette élection que vous avez dit qui va se dérouler le 12 décembre 2020, à l'ONA, est-ce que le tableau sera ouvert à tous ou bien il y a d'autres résolutions? Et ce Seforion, je crois que ça, c'est revenir en arrière. Moi, je crois que quand on avance, il faudrait qu'on avance. On a déjà dit, les élections pour le 12 décembre, c'est pour les gens qui sont sur les tableaux. Les Congolais, plus de 400, autour de 450 qui sont sur les tableaux, c'est eux qui sont les électeurs. Parce que la liste, quand elle est sortie, quand la commission électorale a sorti la liste des électeurs, je n'ai pas vu de contestation. Il y a eu juste quelques réclamations, tout ça. Donc, les électeurs sont déjà identifiés, c'est les tableaux 2020, ou rien. Et une bonne information pour les confrères qui n'ont pas, qui ont raté les tableaux 2020, déjà au 6 novembre, nous ouvrons les tableaux 2021. Donc, il serait intéressant que les amis gardent leur souffle et qu'ils puissent venir le 6, à partir du 6, commencer à s'inscrire pour 2021. Parce que aux élections, si c'est moi qui vais passer, parce que je suis candidat, ça il faut que je vous dise, à ma propre succession. Et si c'est moi qui vais passer ou un autre qui va passer, je crois que déjà, il est temps que les gens arrêtent de rêver pour l'inscription. Parce que dès le 6 novembre, si vous ne vous inscrivez pas, les tableaux vont se fermer. Pardon, là, on va clôturer les inscriptions au mois de mars, le 1er mars. En ce moment-là, que les gens ne viennent plus se plaindre. Parce que maintenant, selon nos textes, déjà, au mois de novembre, nous commençons l'inscription, les cotisations pour 2021. Il est temps que les architectes comprennent que c'est des grands messieurs qui respectent les timings, qui respectent les textes. Tout le monde est en train de crier qu'il faut qu'on respecte les textes. Nous sommes en train de respecter les textes et on va les respecter, très bien les respecter. On va les respecter, très bien les respecter. Et une petite dernière question pour fermer cette parenthèse. Est-ce que vous êtes déjà en campagne? Est-ce qu'il est prévu une campagne électorale pour tous les candidats présidents et tous les membres? Il y a une campagne, il y a une période de campagne, mais on n'est pas encore dans la campagne. Ok. Mais j'annonce juste que je serai candidat. Je ne dis pas que je suis en train de faire la campagne. C'est juste une information, une petite information. Nous n'avons rien dit. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous le président de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo, M. Joseph Guy Balele Kikananga. Vous avez compris, le train est déjà lancé. Élection de l'ONA, du bureau de l'ONA, le 12 décembre 2020, ainsi que la bonne nouvelle pour les architectes, le 6 novembre 2020, l'ouverture pour l'enregistrement au tableau 2021. Président, 9e jeu de l'OIF, l'organisation en République démocratique du Congo, du côté architecture, du côté mise en œuvre architecturale. Il y a un sérieux problème. Beaucoup de choses sont dites par rapport à l'organisation. Où en sommes-nous avec l'organisation des Jeux en République démocratique du Congo? Et surtout, où est passé les 100 000 $ que vous devez remettre aux architectes? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs qui vous suivent? Parce que nous venons vers vous, la bouche autorisée, pour nous donner la vraie version.
Merci, Symphorien. Je vais d'abord recadrer cette histoire du jeu de la francophonie. Au fait, le jeu de la francophonie, la question, ce n'est pas à moi qu'on doit poser, parce qu'il y a les comités de pilotage, il y a les comités exécutifs, il y a le gouvernement lui-même. Mais nous, nous allons répondre dans ce qui nous concerne, les infrastructures, spécialement les études architecturales et tout ça. Au mois de février, nous avons reçu le courrier du ministre de la Coopération internationale qui est en charge de la francophonie, c'était le 25 février, si je ne me trompe pas, sur instruction du chef de l'État pour que nous puissions nous impliquer en tant qu'ordre national des architectes pour encadrer tout ce qui est étude des infrastructures. Parce qu'il y a eu une léthargie, 8 mois à l'avance, presque une année, où les gens, rien n'avançait. Et l'OIF avait donné une cotation au Congo de 35%. Et sur les 80 pays qui devraient participer, il a commencé à avoir une petite résistance. Il a commencé à avoir une petite résistance et nous avons reçu cette correspondance-là. Et nous avons répondu à la correspondance et nous avons mis en contact avec les experts de l'OIF qui étaient là. Nous sommes allés le voir. Ils nous ont dit, confirmé effectivement qu'il y avait danger. On pouvait nous retirer les jeux à tout moment. Et nous nous sommes mis au travail parce qu'à l'époque, il y avait un problème. Il n'y avait pas les études de sol, il n'y avait pas les études topographiques, il n'y avait pas la zonification. Il n'y avait rien qui était fait de concret. Et nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les architectes. Nous avons recruté 55 bureaux. Et dans les 55 bureaux, il fallait normalement continuer le processus d'attribution de prestations intellectuelles, comme bureau d'études, comme architecte. Parce qu'il y a des groupements en bureau d'études, il y a des groupements aussi en architecte, il y a des indépendants. Et fort de tout ça, nous devrions signer un contrat, parce qu'on ne pouvait pas aller dans une histoire où on n'a pas de contrat. Et les contrats avaient besoin de sous-bassements. Les sous-bassements, entre autres, il fallait des esquisses de tous ces projets qu'on devrait faire. Étant donné que l'argent n'était pas encore sorti et qu'on ne pouvait pas mettre en musique tous les 55 bureaux, nous, au niveau du conseil, nous nous sommes dit, comme nous sommes des architectes, on va faire un petit bénévolat pour produire ces esquisses afin de signer le contrat, avoir le sous-bassement. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons signé le contrat et dans le contrat, il était dit, à la signature du contrat, on verserait $1 million sur le montant qui était prévu. Voilà, là, le contrat a été signé, mais jusque-là, les termes de contrat n'ont jamais été respectés. Et nous avons été reçus par les responsables du gouvernement pour ces sujets, pour éclairer, après avoir déposé toutes les esquisses, tout ce qu'on a demandé comme études du sol, études topographiques et tout ça, aux frais de l'ONA, nous avons eu gain de cause au niveau de la République. Les experts nous ont coté à 75%. Donc nous sommes partis de 35% à 75%, ce qui fait que nous avons gardé les jeux à notre niveau. Et dans le parcours, comme vous savez, l'argent n'est toujours pas sorti. On n'a jamais été payé. Et si argent sorti, c'était juste pour l'organisation du siège, là où se trouvent les CNJF et tout ça, pour corriger ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas un 100 000 qui était destiné pour les architectes. Cet argent est sorti pour répondre aux besoins du siège, répondre aux besoins des équipements de ces sièges-là. Et nous qui vous parlons, nous n'avons jamais touché un seul rond sur cet argent. Contrairement à ce qui est entre la spéculation qu'il y a, que Brunel a eu $100 000 pour cet argent-là, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je crois que je vais faire un démenti fort, un démenti sur tout ça. Je n'ai jamais touché un seul rond sur cet argent. Et Symphorien, je crois que vous me connaissez très bien. Je ne peux pas me prostituer pour $100 000. Je suis un architecte formé. Ça fait 26 ans que je suis dans mon métier. J'ai travaillé comme chercheur à l'étranger. J'ai fait ma maîtrise à l'étranger. J'ai travaillé dans des grandes firmes.
Et je suis rentré au pays. J'ai travaillé aussi dans des grandes firmes ici. J'étais consultant à la Banque mondiale. Et aujourd'hui, j'ai mon bureau d'études. Je ne pense pas que je peux descendre à ces niveaux-là pour me faire corrompre par un 100 000 $. C'est impossible. Si quelqu'un veut me corrompre, il doit être conséquent. Et c'est pour dire que c'est impossible de me corrompre. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la question organisation de jeux de la francophonie, 9e jeu. Sur le volet infrastructure, nous comprenons que c'est l'ONA qui a signé le contrat, Oui. n'est-ce pas? Et puis, vous avez été coté premièrement à 35% pour être réévalué à 75%. Le pays a été coté à 35% parce qu'il y avait manque de tous ces éléments que l'ONA a donnés aux experts de l'OIF. Que vous avez fait de manière bénévole. Bénévole. Jusque-là, c'était bénévole, mais aux frais de l'ONA. Avec le peu de moyens que l'ONA avait, on a dû mettre en place pour les études de sol, les études topographiques, impact environnemental et toutes ces choses-là. Mais il faudrait une précision, M. Sanforia. Allez-y. Il y a un problème qui se pose. L'ONA a un contrat. Mais nous avons des frères congolais qui ne comprennent pas que l'on ne peut pas s'amuser avec une institution comme l'ONA. L'ONA, c'est toute une institution. Ils vont se permettre de prendre un bureau d'études quelconque pour attribuer, en dehors de l'ONA, pour attribuer un grand projet de telle envergure avec 3 jeunes architectes. Et je crois que les gens ne mesurent même pas la grandeur de ce que c'est le jeu de la francophonie sur le plan international. Nous avons discuté avec les experts de l'OIF actuellement qui sont un peu déçus de voir que nous avons commencé ensemble avec l'ONA. On a transmis tout ce qu'ils avaient besoin comme documents, mais aujourd'hui se retrouvent avec les documents d'un autre bureau d'études. Maintenant, la question que les téléspectateurs se posent, pour l'organisation des Jeux, volet infrastructure, est-ce que l'OIF a ouvert un appel d'offres à exécution, projet, volet infrastructure? Je dois d'abord préciser quelque chose. Parce qu'on voudrait savoir comment l'ONA arrive à signer un contrat. C'est cette démarche-là qui nous permettra de bien comprendre et élucider les 100 000 $ que vous venez d'évoquer. Vous aimez bien vos 100 000 $, M. Sanforia? Les téléspectateurs veulent savoir. Ok, on va y arriver. Vous savez, l'OIF n'a aucun droit de venir faire un appel d'offres ici. Aucun droit. C'est le Congo qui organise les Jeux de la francophonie. Même le Congo, est-ce que le Congo a le droit de faire l'appel d'offres, par exemple, pour sélectionner le Congo n'a pas lancé un appel d'offres de bureau d'études. Le Congo nous a donné un contrat comme agence locale d'exécution. On peut dire que c'était du gré à gré. Il n'y a pas du gré à gré. C'est l'agence locale d'exécution est choisie. Et c'est l'agence locale d'exécution qui lance l'appel à manifestation d'intérêt. C'est nous qui avons organisé maintenant l'appel d'offres. Ce que nous appelons appel à manifestation d'intérêt, où nous avons recruté là, c'est plus clair maintenant. 55 bureaux d'études qui sont en gestation pour finaliser les études, pour faire les études. 55 bureaux d'études. Une centaine des architectes, hein, parce que dedans, dans les 55 bureaux, vous avez un minimum de 5 architectes par groupement. Donc, vous êtes au-delà de 200, je crois, 200 et quelques architectes qui n'attendent que le go, qui n'attendent que les paiements pour finaliser les études. 55 bureaux d'études validés par l'ONA. Par l'ONA. Voilà. Maintenant, ma question est celle-ci. Le bureau d'études que vous évoquez, à qui qu'on aurait attribué cette exécution-là, elles viennent d'où? Elles sont membres de l'ONA, oui ou non? Les architectes, il y a 2 architectes qui sont dedans, qui sont membres de l'ONA, mais les bureaux d'études, nous ne les connaissons pas. Donc, pour être membre de l'ONA, il faut et le bureau et les personnes. Non, c'est 2 choses différentes, M. Sanforia. Nous voudrons faire la part des choses. Sur les tableaux, architecte peut être enregistré. OK? Il est enregistré comme architecte, mais le bureau d'études doit être certifié. C'est-à-dire qu'il faut être agréé par l'ONA. Être agréé par l'ONA, selon la loi. Mais les bureaux d'études agréés. Agréés, voilà. Le bureau d'études dont on parle, c'est un bureau d'études qui vient de naître. Et les architectes qui composent ce bureau, dans la catégorisation, ce sont des juniors.
Ah bon? Les juniors n'ont aucun droit de toucher à un projet de telle envergure. Ça va même de la notoriété du pays. Parce qu'en face de nous, les experts de l'OIF qu'on nous envoie, ce sont des architectes pointillés. Ce sont des architectes aguerris. Par exemple, celui qui est de la Côte d'Ivoire, c'est le secrétaire général de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Vous avez un Français, vous avez un Belge et vous avez un Canadien, qui sont des grands architectes. Et prendre les juniors, les mettre en face, c'est comme si c'est insulter le pays. Maintenant, ma question, qui les a mis là? Mais justement... Si vous, l'organisation habilitée, ne l'avez pas fait. Les gens qui les ont mis, c'est le comité national de jeu de la francophonie, ce qu'on appelle CNJF. C'est le CNJF qui s'est permis de prendre des juniors et les mettre dans le projet. Les mettre dans le projet. Et il faut même poser la question, ils n'ont même pas de contrat. Ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont pas, je ne sais pas, comment ils fonctionnent. Parce qu'ils sont venus me voir en tant que président de l'ordre. À l'époque, je les avais dit, c'est bien beau d'avoir un marché, mais à votre niveau, il faut vous faire encadrer par des seigneurs ou des seigneurs principaux. Parce que c'est un projet de grande... Donc vous étiez même ouvert à les aider. On était ouvert de les accueillir. Je même instruis au Conseil des architectes, Conseil national, de les encadrer, de trouver des seigneurs et des seigneurs principaux pour les encadrer. Mais il y a eu rébellion parce qu'il y a quelqu'un au comité national CNJF qui est en train de les entêter et qui prend leur plan, qui envoie aux experts internationaux. C'est une insulte au pays. C'est comme s'il n'y a pas d'architecte. Moi qui vous parle, je suis seigneur principal. Et il y a une centaine de seigneurs principaux. Donc je crois que le monsieur pouvait se dire, écoutez, je veux bien donner le marché, je ne sais pas par accointance ou quoi, mais au moins il pouvait se référer au seigneur ou au seigneur principal. Parce que c'est un marché des jeux de la francophonie. Vous avez un minimum de 23 immeubles à construire. Vous avez des stadiums. Vous avez l'hôpital, vous avez les centres d'accréditation, vous avez la restauration de 4000 athlètes, vous avez les centres culturels, les centres culturels, vous avez l'hôpital des athlètes, et vous allez donner ça aux juniors. Il y a des normes internationales dans ce que nous sommes en train de faire. Même quand un architecte va faire un appel d'offres, généralement dans le terme de référence, on vous dit l'expérience de 10 à 15 ans d'expérience pour tel projet. Mais il n'y a qu'au Congo qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a qu'au Congo, quelqu'un qui vient sortir de l'école, boum, vous le bombardez, un travail de quelqu'un qui a fait 20 ans. Maintenant, nous avons une petite inquiétude. 23 immeubles, comme vous l'avez dit, par rapport au délai d'exécution. Est-ce que nous sommes dans les délais? Est-ce que nous allons respecter les délais? Vu un peu cette incompréhension que nous observons dans vos propos. Est-ce que sur le plan architectural, on va tenir les délais? Monsieur Symphorien, vous savez, le problème avec les Congolais, c'est ça. Nous étions au mois de février, quand nous avons reçu la lettre du ministre. Nous avons signé le contrat le 9 mars. Et nous, en travaillant, de notre côté, nous avons respecté les clauses de notre contrat. Si le gouvernement avait respecté les clauses de contrat, aujourd'hui, on serait très loin. Parce que le gouvernement n'a jamais respecté les clauses de contrat. Donc jusque-là, rien n'a été fait. On a fait des démarches. Les ministres des Finances, il n'a jamais payé. Les ministres des ITPR, qui est le tutelle avec qui on a signé, désintéressés. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons juste en train de taper sur le dos des autorités pour leur dire, écoutez, il y a péril en demeure. On nous a rallongé d'une année. Tout le monde s'est consolé. Non, il y a le temps, il y a le temps. Mais maintenant, on vient de perdre 7 mois. Qu'à cela ne tienne, nous sommes des techniciens. Une centaine d'architectes. Si on les aligne ici, ils peuvent vous produire un travail en une semaine. En une semaine, c'est possible. Mais c'est question de payer. Moi, je ne veux plus faire travailler les architectes bénévolement. Je ne les ferai pas. Ma question est celle-ci. Qui bloque dans les paiements? Et d'où doivent venir ces paiements? Est-ce que ce paiement est déjà dans nos frontières, s'il faut le dire, pour une bonne compréhension? Monsieur Symphorien, qui paye les gens dans le pays? C'est à nous de poser des questions. Quel est le ministère qui paye les gens? C'est quel ministère? C'est à vous de nous dire. C'est le ministère des Finances. Le ministre des Finances doit bouger. Il doit bouger. C'est une histoire de l'État.
Mais il ne faut pas personnifier des choses. Est-ce que vous l'avez rencontré ou bien écrit une lettre pour comprendre le problème? Peut-être il a ses raisons. On a écrit une lettre. Et voilà, il y a la Covid-19, il y a plusieurs urgences, donc on doit aligner, on doit décaisser par ordre de priorité. Si par exemple la priorité n'est pas pour l'instant les Jeux, est-ce que c'est peut-être pas la réponse? La priorité n'est pas les Jeux. Pourquoi vous me posez la question de savoir si on va tenir les délais? Si ce n'est pas une priorité. On est en train de parler en tant que non, journaliste. Mais écoutez, les priorités, c'est en fonction... Écoutez, quand on est ministre, les priorités, ce n'est pas en fonction de vos besoins personnels. Les priorités, ce n'est pas en fonction de vos orientations personnelles. Les priorités, c'est en fonction de l'action du chef de l'État. Parce que le chef de l'État veut à tout prix que les Jeux de la francophonie se fassent. Et quand il dit que c'est une priorité, moi j'étais témoin les jours que nous avons été reçus ensemble avec les ministres que vous citez, l'instruction que le chef de l'État a donnée, mais jusqu'aujourd'hui ça n'a jamais été fait. Mais il y a quand même des raisons. Mais quelles raisons vous allez m'avancer? Parce qu'à part ça, il y a des choses qui sont payées. Il y a des choses qui sont payées. Au-delà même de ce montant qu'on devrait payer aux architectes. Moi, je crois qu'il faudrait qu'un notre pays, que les gens aient l'amour du pays, la fierté du pays. Le chef de l'État, c'est un visionnaire. Il a lancé une vision. Et cette histoire des Jeux de la francophonie, je vous dis, dans le concert des nations, ça va hisser la place même du choix du Congo. Mais si aujourd'hui, un ministre s'érige en barrière, il ne veut pas payer, parce que lui, il considère qu'il est ministre et il ne veut pas payer, mais que la population se mette en tête qu'il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui bloque. J'ai dit dernièrement à ma conférence de presse qu'on va commencer à dénoncer, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ou on travaille pour la nation, ou on travaille pour ses intérêts personnels. Et que dit l'OIF elle-même? L'OIF n'a rien à dire parce que l'OIF ne vient pas financer les Jeux de la francophonie. Quand vous prenez les Jeux de la francophonie, c'est vous, les gouvernements, vous vous organisez. L'OIF vient vous donner juste la réglementation et il participe à la hauteur, je crois, de 3% seulement du budget. Mais le reste, c'est l'État congolais. Mais pour le moment, l'OIF est inquiet. Je parlais avec les experts, ils sont très inquiets parce que la date, la deadline de démarrage des travaux de construction, c'était aujourd'hui les 10. Ah bon? C'était aujourd'hui les 10. Alors, il y a une urgence en ça. Il faudrait qu'on accorde l'urgence dans ce que nous sommes en train de faire. Dans ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais aussi signaler quelque chose, M. Sanforia. Nous sommes experts en construction. L'industrie des bâtiments, c'est notre monde. C'est comme des poissons dans l'eau. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on maîtrise la construction. Non. Parce que chez nous, un pasteur, il connaît tout. Chez nous, un ministre, il connaît tout. Alors, ne vous en faites pas. Dans chaque domaine, on a vu dans le Covid ici. Je pose, à toi, je t'ai toujours posé cette question. Pourquoi, quand il y a une épidémie, on se réfère au ministère de la Santé et aux médecins? On a vu le procès 100 jours ici. Je n'ai pas vu un économiste aller défendre le gouvernement là-bas. La Covid qui est là. Je n'ai pas vu un économiste, un juriste aller défendre. Mais pourquoi quand il s'agit de la construction, juriste, il devient architecte, économiste, il devient architecte, financier, il devient architecte. Vous avez beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ben, quand vous choisissez les sections, nous sommes sortis de secondaire, chacun a choisi sa section. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'aller à l'UNIKIN faire le droit ou l'économie. L'IBTP était là, sur 24. Non, c'est un problème de Il n'avait qu'à choisir. Il n'avait qu'à choisir. Président Brunel. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous, de partout où vous nous suivez, le président de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo, M. Brunel Joseph Guy Balé-Leki Kananga. Nous sommes en train d'échanger, nous sommes dans cette préoccupation, le jeu de la francophonie. Comme il a dit, la construction devait débuter ce 10 octobre 2020. Et là, nous sommes dimanche soir, dimanche 11 octobre, vous nous suivez. Et nous allons poser à notre invité cette question.
Les travaux devaient commencer le 10 octobre, comme vous l'avez expliqué. Et là, nous sommes dimanche le 11. Quelles sont les conséquences et les implications? Bon, les conséquences, c'est que nous pouvons perdre les Jeux facilement. Parce qu'il y a des pays qui ont des infrastructures qui n'attendent que ça. Que le Congo soit notifié que vous êtes incapable d'organiser les Jeux de la francophonie. Mais il y a des pays, même des pays voisins, qui n'attendent que ça. Ils ont déjà des infrastructures. Mais ça serait regrettable si aujourd'hui on perdait ça. Parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui se disent être responsables dans le pays, mais ne suivent même pas la vision du chef de l'État. Le chef de l'État est en train de suivre aussi ce programme avec tout son cabinet. Quel est le message? Comme lui, il est garant des bons fonctionnements des institutions. Il y a aussi le cabinet du Premier ministre et le Premier ministre lui-même qui nous suit souvent. Quel est le message, une sonnette d'alarme que vous pouvez tirer afin de leur dire de faire votre requête pour qu'ils puissent s'impliquer personnellement, parce que nous voyons que c'est un peu tourné sur place. Oui, mais M. Sanforé, le fait déjà que les chefs de l'État nous fassent confiance et qu'ils nous demandent de nous impliquer sur le plan infrastructure, nous partons de la cotation de 35% à 75%. C'est déjà une implication du chef de l'État. Et il faudrait que maintenant, que les gens qui doivent accomplir la vision, le chef de l'État ne doit pas être partout. Il faudrait qu'on sorte de la tête que chaque fois, nous devons nous référer au chef de l'État. Il a beaucoup de choses à faire, plus que ça. Mais que font les ministres et le gouvernement? Les ministres avec lesquels on a signé le contrat, qui représentent le gouvernement, il doit se lever. Il doit se lever. Vous l'avez rencontré ces derniers temps? À maintes reprises. On a même écrit, il y a une lettre, je peux t'en montrer prochainement, une lettre d'indignation que l'Ordre des architectes a écrit à tous les ministres impliqués, les ministres des Travaux publics et les ministres des Finances. Ils doivent s'impliquer. Que le Premier ministre s'implique, que les ministres des ITPR s'impliquent, que les ministres des Finances s'impliquent, parce que les ministres de la coopération et de la francophonie a cette très grande volonté d'organiser les choses, mais ce n'est pas lui qui a la signature des Finances. Ce n'est pas lui. Avec ses deux vice-présidents, le ministre des Sports et le ministre de la Jeunesse, les pauvres, ils se battent pour que la chose se fasse, pour que la vision du chef de l'État soit accomplie. Mais ce n'est pas eux qui ont la signature, ils ne sont pas argentiers. Il y a un ministre qui est en charge des finances. Et ce ministre, il doit comprendre que les Jeux de la francophonie, ce n'est pas pour distribuer l'argent à l'ONA, mais c'est pour l'intérêt de la nation. Et il doit s'impliquer. Que les chefs de l'État s'impliquent, il va s'impliquer combien de fois? Le fait déjà de nous prendre, de demander à l'ONA, allez faire ceci, je veux ça, je veux ça. Le chef de l'État s'est déjà impliqué. Donc on ne doit pas continuer à les déranger dans toutes les responsabilités qu'il a, pendant qu'il y a des ministres qui sont là, qui ne font rien. Voilà, d'un sujet à un autre, nous passons maintenant à la deuxième partie de nos échanges concernant la journée internationale de l'urbanisme. Monsieur Brunel, Joseph, vous avez fait une sortie médiatique et dans cette sortie médiatique, on vous attribue des propos selon lesquels les seaux de mouton, c'est de l'argent jeté à la fenêtre. Est-ce que vous reconnaissez la paternité de ce mot? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que quelque part, nous voyons que vous êtes en train de pointer certaines personnalités du doigt. Vous, les journalistes, vous êtes toujours les mêmes. C'est une question. Vous êtes les mêmes. Je veux te dire quelque chose. Oui, oui. Je suis un scientifique, ok? Dans le monde entier, un scientifique, quand il émet ses avis, il n'a pas besoin de la tête des symphoriens, il n'a pas besoin de la tête de qui que ce soit. Non. Un avis scientifique reste un avis scientifique. Et c'est ça le malheur au Congo. Un scientifique ne peut pas parler. Quand un scientifique parle, il est de l'FCC. Vous pouvez parler avec... Quand les scientifiques parlent, il est de cash. Moi, je suis un scientifique, j'ai émis un avis technique. Et je ne voudrais pas que les gens prennent un mot du contexte pour en faire tout un discours pour dire que je suis en train de contrer les actions du chef de l'État. Quel était le vrai contexte alors? Je vais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui soutient l'action du chef de l'État, sous le plan scientifique, je suis parmi.
Donc, qu'on ne vous trompe pas. J'avais dit ceci. Pour moi, les gens qui ont établi le projet 100 jours, ils auraient contacté les techniciens. Parce que quand tu regardes, dans la composition de la cellule de 100 jours, il n'y a aucun architecte. Il n'y a aucun ingénieur civil. Ce n'est que des politiciens. Et tout le monde a suivi les procès 100 jours. Même les ministres, les collaborateurs proches de celui qui était le coordonnateur, ils n'étaient même pas associés dans cette affaire. La personne que moi j'incrimine, c'est l'OVD, l'Office de voirie et de drainage, qui s'est attribué les études, qui s'est attribué le contrôle et surveillance, qui s'est attribué l'exécution des sauts de mouton. Le chef de l'État, c'est un visionnaire. Il donne une vision. Il a besoin de quelque chose. Il veut faire des sauts de mouton. Qu'est-ce que l'OVD devrait faire? L'OVD devrait recruter des bureaux d'études, d'architectes et des ingénieurs pour que nous puissions étudier. Et dans ces projets, il n'y a pas que les architectes et les ingénieurs. Il y a les urbanistes, il y a des planificateurs, il y a des paysagistes qui devraient intervenir. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Observez, je crois, il y a 4 ou 5 sauts de moutons qui sont en train de finir. Il n'y a même pas une lampe sur un saut de mouton. Vous avez vu une seule lumière? Quel est le problème s'il manque de lampe? Ou un fil. Expliquez-nous en tant qu'expert. C'est un pont. Un chauffeur qui va venir, si ce n'est pas éclairé, vous connaissez les 207, vous connaissez les catchs, comment ils circulent. Premièrement, il n'y a aucune lumière prévue. Pour vous montrer déjà les difficultés, les défaillances de conception. Peut-être qu'ils vont y ajouter, ce n'est pas encore terminé. Oui, parce que Brunel a parlé. Ils vont ajouter parce que Brunel a parlé. Avant, ils n'ont pas prévu. Parce que quand on a prévu des lampes, on voit même les attentes de fil. Tu as vu les attentes de fil où? Moi, j'ai checké un son de bouton du début à la fin, je n'ai pas vu ça. Deuxième chose, les garde-fous que vous mettez sur les sauts de bouton, ce sont des tôles pliées en aluminium. Il suffit même un vélo qui vient en vitesse, ça va se casser. Mais est-ce que l'ONA n'a pas rédigé un rapport en tant que structure de l'État pour remettre une copie au chef de l'État, une copie à son directeur de cabinet, une copie au Premier ministre, une copie au ministère de tutelle pour démontrer que non, voilà nous, en tant que comité scientifique qui soutenons toutes les réalisations du chef de l'État, voici ce que nous avons dit en écrit et nous pouvons passer aisément à la télévision pour le dire, voici, c'est un rapport. Mais c'est ça, faut rien. Nous avons des tonnes d'accusés de réception avec cachet ici. On n'a jamais eu même l'accusé de réception en lettres pour dire, nous, moi ministre tel, j'ai reçu votre correspondance. Même pas l'accusé de réception. On a écrit, on est fatigué. On a fait des lettres, on a fait des mémos. Et vous, vous êtes témoin. Avant qu'on fasse les sauts de moutons, on a fait des émissions avec vous. Moi, Brunel, je m'opposais à ça, depuis toujours. Toutes les émissions que j'ai fait avant. Donc, il ne faut pas que les gens aujourd'hui me collent une histoire comme quoi je viens de sortir du néant pour parler des sauts de moutons. C'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Moi, la personne que j'incrimine ou l'institution que j'incrimine, c'est l'OVD. Ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État a donné une vision de saut de mouton. Si les sauts de mouton, on avait consulté, l'OVD avait consulté des constructeurs, des gens qui sont aguerris à la matière, on pouvait organiser tout ce que je suis en train de vous dire comme faille. Tout ce que je suis en train de vous dire comme faille. Un saut de mouton, ça peut être un élément de déviation de circulation. Mais ici, est-ce que ce sont des éléments de déviation de circulation? Ou ce n'est que ce qu'on appelait quand on était des petits-enfants la fikine Mwambé. Tu montes, tu descends. C'est pas possible, monsieur. Écoutez, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Et moi, je ne voudrais pas que les gens, chaque fois que moi je parle en tant que scientifique, qu'on me colle une identité politique. Moi, je ne suis pas politicien. Je suis de la société civile. L'ordre des architectes fait partie de la société civile. Et je suis dans la société savante, pensante, en tant qu'architecte et seigneur principal. Donc, je dois émettre des avis scientifiques. Je n'ai pas besoin d'être politicien pour aller dire quoi que ce soit. Si je veux dire quelque chose au chef de l'État, je vais écrire. Je ne veux pas passer à la télévision pour attaquer les chefs de l'État. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, saut de mouton, de l'argent jeté, c'est une partie de vos propos qu'on a juste pris pour pouvoir monter des cabales contre vous. Justement, ce sont les ennemis de la nation. Les ennemis de la nation, les ennemis de la vision du chef de l'État,
qui pensent que nous qui pouvons apporter une pierre dans cette vision-là, on a une petite tête pensante, il faudrait détruire l'image de Brunel devant les chefs de l'État en allant raconter du n'importe quoi. Mais je crois que le chef de l'État, c'est un grand monsieur. Et il analyse aussi tout ce qu'on lui dit. Ce n'est pas parce qu'on a dit, parce qu'on a fait ceci, on fait la contre-campagne, parce que Brunel a dit ça sur l'argent jeté. Entre nous soit dit, l'argent d'un seau de mouton, ça ne construirait pas une route. Ce que j'ai dit, c'est faux. C'est faux. Et ce n'est pas dans la vision du chef de l'État de désengorger. On a lancé les travaux de Maloueka ici. Ce n'est pas dans la vision du chef de l'État de désengorger Maloueka, tout ça, les Bumbu ici, Selembao et tout ça. Ce n'est pas dans sa vision. Il ne faudrait pas que les gens fassent du méli-mélo. Et que les gens ne soient pas là derrière des petites choses. Vous savez, il y a des grandes choses. Moi, j'aimerais qu'un scientifique sorte, qu'on se mette sur un tableau, qu'on fasse un débat contradictoire. Si je vous le proposais, vous allez accepter. Je vais accepter. Mais sauf que vous n'avez pas souvent le temps. Non, je ne veux pas un scientifique blabla. Je veux un scientifique à ma hauteur. Donc, avec qui on vous présente on peut faire. Téléspectateurs, vous êtes témoins. On peut faire un débat scientifique. On va vous envoyer le niveau qu'il a si vous l'acceptez pour préparer ce débat scientifique. Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais un scientifique, pas un politicien. Je ne veux pas de politiciens. Je ne veux pas faire la politique. Quand je serai prêt pour faire la politique, c'est un rien, je vous dirai. Je suis maintenant prêt pour faire la politique. Et ça sera bientôt d'ailleurs. Mais il ne faudrait pas que les gens pensent que tous les propos que nous sortons, c'est pour des campagnes politiques ou contre ceci. Écoutez, il y a une chose. Quand un scientifique parle, le docteur Mouyembe, il vous dit que le taux de Covid à Kinshasa est très élevé par rapport aux provinces. Quand il a dit qu'il n'était pas encore temps d'ouvrir l'état d'urgence, il était contre la vision du chef de l'État. Il a parlé en tant que scientifique. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce que quand c'est Brunel qui parle, maintenant il est contre les chefs de l'État? C'est M. Brunel. Nous prenons déjà la ligne droite de nos échanges. Avec vous, on ne voit pas le temps passer. On a besoin de vous faire parler encore et encore. Quel était le message du président de l'Ordre national de l'ONA par rapport à la journée internationale de l'urbanisme, notamment en République démocratique du Congo? Quel est le message important que la population et la communauté congolaise doivent retenir? Si je dois résumer, il y a un problème sérieux d'habitat. Un problème sérieux. Aujourd'hui, le Congo est en déficit de 7 millions de logements. Et dans les 7 millions de logements, vous avez 54,4% qui sont ici à Kinshasa. Donc, ce qui veut dire que nous avons plus de 3 500 000 logements de moins à Kinshasa. Les gens sont sous-logés. Sous-logés, je vous dis. Et je vous ai toujours dit, Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, sur les 900 000 km², nous n'occupons que 20% au nord. Donc nous avons 80% de vide. Je pense qu'il est temps qu'on pense aux offices comme l'ONL à l'époque, qu'on crée la banque d'habitat et qu'on crée une politique d'urbanisation et une politique d'habitat. Pas des histoires comme Oasis où un fonctionnaire ne peut même pas aller s'acheter. On dit c'est un logement social. Une histoire comme Oasis. Vous avez 2 chambres à 200 000 $. Quel est ce fonctionnaire qui va accéder à ça? Mais qu'on fasse l'habitat social pour aider aux fonctionnaires d'être à la hauteur de leur bourse, pouvoir s'acquérir une maison décente, une habitation décente. Vous savez, les conditions de vie d'une personne conditionnent aussi son rendement au travail. Aujourd'hui, on se plaint, les Congolais n'aiment pas travailler. Il arrive au travail à 10h, 14h, il veut rentrer. Il est fatigué. Mais dans quelles conditions il vit? Vous savez que dans une maison, la maison c'est une prévention, c'est une médecine préventive. La preuve est que le premier médicament de Covid, c'était quoi? C'était le confinement. Et le confinement, c'est quoi? Rester chez soi à la maison. Rester chez soi dans quelle maison? Quand vous allez à Pakadjouma, c'est quelle maison? Monsieur Brunel. Je parle comme scientifique. Qu'on ne pense pas que quand je parle comme ça, je suis en train de viser quelqu'un. Non, je parle comme scientifique. Je vais en profiter. Nous allons vraiment sortir de l'architecture parce qu'il nous reste quelques minutes. Nous allons aller dans la foi. Vous êtes aussi berger, vous êtes chrétien. Donc, je voulais vous la poser cette question.
Chaque dimanche, quand on vous appelle, vous revenez des églises. Deux fois, quand vous quittez votre bureau, c'est aller prier. Vous êtes aussi membre des églises de réveil, berger. La situation actuelle, en quelques minutes, la situation actuelle de l'église de réveil que vous chantez, que vous glorifiez souvent, nous de l'église de réveil, nous de l'église de réveil, est-ce que vous plaît aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un camp, celui du prophète Dodo, et le camp de l'évangéliste Roch Bensoni Kafuta. Tout ça, aujourd'hui, quand on parle de l'homme de Dieu, vous les pasteurs, les bergers, vous ne donnez plus envie à la population de pouvoir vous suivre. Vous avez comme quelque part, pour certaines langues, terni votre image de marque. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques minutes? Je voudrais d'abord exhorter les chrétiens. La foi ne doit pas être conditionnée par un homme. Le salut est individuel. C'est vrai. Je ne voudrais pas dire que les bergers ils doivent faire ce qu'il leur plaise pour déstabiliser la foi des chrétiens. Mais depuis les temps de Paul, il y en avait. Quelqu'un pour Paul, quelqu'un pour Silas. Depuis la Bible, ça existe. Là où il y a les humains, il y a un problème. Il y a toujours des problèmes. Mais ici, ce que je voudrais exhorter nos aînés qui sont des pasteurs, qu'on arrête de faire entrer la politique à l'église. On n'a pas besoin de la politique à l'église. Quand on commence de faire entrer la politique à l'église... Mais les politiciens vous donnent de l'argent. Les politiciens nous donnent de l'argent, sont nos fidèles. Ah, quand on vous appelle à la présidence... ce sont des fidèles. Ah, ce sont des fidèles. Mais pourquoi est-ce que pour prier pour lui, vous le mettez à genoux? Ça ne veut rien vous dire. Que ce soit qui que ce soit dans le monde, avant de prier pour lui, vous le mettez à genoux. Donc un politicien qui donne à un homme de Dieu de l'argent, ce n'est pas un problème. On peut te donner l'argent. L'argent est donné à Dieu, pas à toi. Qu'il aille demander les comptes chez Dieu, c'est lui qui t'a donné l'argent. Ah bon? Mais oui, l'argent est donné à Dieu. Parce que c'est ça, il y a un problème d'enseignement. Il y a vraiment un problème d'enseignement dans les églises. Parce que les gens n'enseignent qu'aujourd'hui la bénédiction. Vous savez, nous, quand on est devenus chrétiens vers les années 89, il y a ce qu'on appelle les 4 lois spirituelles. Qui prêche encore sur les 4 lois spirituelles? Aujourd'hui, qui prêche encore sur le retour de Jésus-Christ, l'eschatologie? Qui? Dans quelle église? Dès que vous commencez à prêcher sur le retour de Christ, tous les membres fuient. Dès que vous commencez à prêcher sur les 4 lois spirituelles, tous les membres fuient. Mais quand vous prêchez pour le mariage, pour les enfants, pour aller en Europe, pour devenir ministre, c'est tout le monde qui vient. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'église de Réveil et à ses dirigeants? On peut faire confiance, qu'on revienne à la parole. Même s'il y a deux faces aujourd'hui, deux faces d'une même médaille. Vous connaissez Jacob et Ésaü dans la Bible. Ce sont les enfants d'un même père, d'une même mère. Ils ont eu des différends. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les différends, il y en aura toujours. Moi, je dis que si tu veux ne pas avoir un problème avec ton frère, que ce soit l'église, n'importe où, va au cimetière. Entre dans ta tombe. Parce que dans le cimetière, personne ne se croise. Chacun chez lui dans sa tombe. Mais quand tu es chez toi à la maison, tu vas marcher, vous allez vous cogner les épaules, vous allez vous cogner la tête, vous allez vous regarder dans les yeux, quelqu'un va te dire ton nez n'est pas beau, le mien il est plus que toi, mais au cimetière ça ne se passe pas. Alors, tant qu'on est vivant, il y aura des problèmes. Mais les problèmes, on doit les asseoir. Les deux là, je crois qu'il y a quand même des aînés dans l'église de réveil. Vous avez les Papambillés, vous avez les aînés comme les autres... Léopold Kalombo. Les Kalombo, vous avez les Soni Kafuta, vous avez les Camp 15, vous avez... Ils n'ont qu'à asseoir leurs frères autour de la parole de Dieu. Autour de la parole de Dieu. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les conciliations se font dans les églises sur base de qui a mangé quoi, qui a pris quoi. Mais si on part sur la base de la Bible, je pense qu'on va trouver une solution facilement. Mais que les chrétiens ne soient pas désemparés parce qu'il y a deux personnes qui se battent. Eux aussi, ils ont besoin du salut. Qui vous dit que là, un d'entre eux n'irait pas en enfer? Et si, pourquoi est-ce que... Paul dit dans la Bible, n'ayez comme modèle, comme moi j'ai modèle, c'est Jésus-Christ. Pointre à la ligne. C'est le seul 100% homme, 100% Dieu qui n'a pas péché sur cette terre. Qu'on ne se fie pas aux hommes. Mais que nos frères se mettent autour d'une table à côté de la Bible. Parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de pasteurs se promènent. Ils n'ont même pas une Bible sur eux.
La Bible est dans leur tablette. Oui, dans la tablette. Tu sais, la Bible est dans la tablette, là. Dès que tu ouvres, tu vois les rouges sur WhatsApp. Tu voulais lire un verset. Tu entres sur WhatsApp. Dès que tu vois un rouge sur Facebook, arrêtez cette histoire-là. Reprenez les Bibles à la main. C'est comme ça, moi, aujourd'hui, un chrétien qui se promène sans Bible, je crois qu'il a un problème. Voilà, vous avez entendu les mots du, j'allais dire pasteur, du berger Brunel Joseph, qui a exhorté les chrétiens. Un dernier mot pour mettre fin à nos échanges de ce soir, parce qu'il y avait beaucoup de questions à poser, mais faute de temps, nous allons encore revenir pour continuer nos échanges. Je remets mon casaque du président de l'Ordre des architectes. Tout à fait. Je crois que les derniers mots, c'est que les élections sont fixées pour les 12 décembre et que les architectes se préparent. Pour ceux qui veulent postuler, ils préparent leur candidature, qu'ils se préparent en conséquence. Bientôt, on va déposer les candidatures, il y aura une période de la campagne et que tout le monde passe à la campagne et que les 12, le verdict va tomber. On va voir qui est-ce que les architectes, à qui ils vont donner confiance, pour quel poste, parce qu'il y en a 7 pour le Conseil national. Donc, maintenant que les gens se préparent, et concernant le jeu de la francophonie, il est temps que tout le monde s'implique. C'est pour la gloire du Congo. Qu'on puisse accompagner les chefs de l'État dans cette grande vision. Je pense que tout le monde en sortira la tête haute. Qu'on laisse nos différends, qu'on laisse nos appartenances, mais qu'on voit la nation congolaise. C'est comme quand Léopard joue, il n'y a ni Vita, ni Imana, ni Mazembe, mais c'est le Congo qui joue. Et c'est la même chose avec les Jeux de la francophonie, qu'il n'y ait ni Cash, ni FCC, ni, je ne sais pas, RRP, AAA, tout ce que vous voulez, mais que ce soit les Congolais qui se mettent autour d'une table comme des frères pour accueillir les athlètes qui vont venir en 2022. Un grand merci, M. Brunel Joseph Guy Balilé. Je vous remercie. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de rediffusion et suivez-nous à gogo sur tous les réseaux sociaux liés à notre programme. 4 à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.